Ce matin, je fais cette vidéo pour me prononcer sur le discours du président Alassane Ouattara selon lequel il est candidat pour les élections présidentielles de 2025. Je fais ce discours parce que je suis un citoyen ivoirien et tout citoyen d'un pays est concerné et est cerné par la politique. Quand tu es citoyen d'un pays, la politique te concerne et te cerne. La politique est l'organe qui dirige, qui oriente le pays. Et par rapport à son discours, il y a un certain nombre de choses qui me sont venues à l'esprit sur lesquelles je vais me prononcer. Pour le premier point, je vais parler de son discours, de son slogan, de sa première candidature à l'élection de 2010, où Alassane Ouattara nous disait qu'il lui fallait seulement que 5 ans pour développer la Côte d'Ivoire, pour amener notre pays à un niveau de développement qui serait vraiment très proche des pays développés. Et s'il faut faire un bilan, je vais aller dans les détails un peu plus dans mon analyse. Je dirais que c'est vrai, il a travaillé, mais son bilan, si moi je dois le noter, il est insuffisant. Le travail qu'il a fait, il est insuffisant. Pour moi, c'est mon avis. Et on observe, il a dans son discours de 2010, là, l'école, la santé, l'éducation, tout et tout. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement plus d'école. Parce que quelquefois, quand on voit ces ministres sur les plateaux, qui disent que Alassane a construit tel nombre d'écoles dans tel nombre de localités. C'est vrai, construire des salles de classe, c'est vrai de construire, il est bon de construire, ce sont des salles de classe. Mais le système éducatif ivoirien est vieux. Il est vieux de plus de 20 ans. Et il y a un auteur ivoirien qui a écrit sur ce sujet qui est intitulé « Le système éducatif qu'il faut à la Côte d'Ivoire ». J'ai oublié le nom de l'auteur. Et sur ce point, je pense que même les ministres qui sont sur les plateaux, qui passent sur les plateaux, qui disent qu'Alassane a construit plein d'écoles en Côte d'Ivoire, si on passe chez ces ministres et qu'on leur demande, il y a plusieurs de ces ministres qui n'ont même pas leurs enfants dans les salles de classe, dans les écoles que Alassane Ouattara a construites. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens écoutent plus le rap que d'étudier leurs cours qu'on leur enseigne à l'école. Et l'école ivoirienne aussi crée seulement que des chômeurs. On nous attribue des diplômes qui ne servent à rien. Et moi, j'ai cru que Alassane Ouattara allait mener une politique pour la révision du système éducatif ivoirien. Il n'a pas fait. Sur le plan de la santé, récemment, on a vu qu'il y a un certain nombre de groupes en Côte d'Ivoire ici qui ont signé une convention comme quoi, quand ils seront malades, ils iront se faire soigner dans les pays européens, dans les pays développés. Ce qui implique que dans notre système de santé, il y a des problèmes. Et ils ne font pas confiance au système de santé ivoirien. Et ça, c'est un problème que le président Alassane Ouattara n'a pas résolu. Certains parlent des routes. Mais quand on est président, si on n'est pas là pour développer un pays, si on n'est pas là pour faire des routes, qu'est-ce qu'on doit faire? Ceux qui disent que Alassane a fait des routes, maintenant on peut voyager partout dans le pays. Oui, il a fait des routes, mais pas derrière. On doit circuler, c'est vrai, mais pas derrière. Quand on parle de l'indice du développement humain, je crois qu'il y a un politicien ivoirien qui a tablé sur ce point-là, qui a fait beaucoup de critiques, qui a suscité beaucoup de critiques. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de 2010 à la Côte d'Ivoire de 2025, quelle est la différence qu'on peut faire en termes de développement, de l'indice de développement humain? Quelle est la différence? Rien n'a changé. Regardez comment la jeunesse est dépravée. Regardez comment la jeunesse s'est inscrite dans tout ce qui est divertissement.
Observez comment la jeunesse ivoirienne s'adonne à la réussite en passant par les jeux du hasard, en passant par l'auto, en passant, en bravant la mer pour aller se chercher un mieux-être en Europe. Observez tout ça. Pour moi, le bilan d'Alassane Ouattara, il est insuffisant. Et le deuxième point qui va concerner la candidature d'Alassane Ouattara, ou bien, je dirais que l'alternance politique. Quand il y a eu la révision de la Constitution, la réforme de la Constitution en 2016, après cette révision, il y a un professeur à l'université de Bouaké qui s'appelle Samba Diakité qui a écrit un livre intitulé Le cas Soro, de la lutte à la guerre. Bon, allez-y chercher, j'ai oublié un peu le titre, mais j'ai lu ce livre-là, ça fait 142 pages. Le cas Soro, où sur la page de couverture, Soro Guillaume tient une carte à la main pour montrer que Soro Guillaume a montré à visage découvert que c'est lui qui a été le chef de file qui a mené la lutte identitaire en Côte d'Ivoire pour un pays non exclusif de certains citoyens. Et ce livre est sorti en 2017. Dans le livre, Samba Diakité manifestait l'idée selon laquelle Alassane Ouattara devrait passer la main à une nouvelle génération pour que leur génération, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, Bédié et lui-même Alassane Ouattara, ne soient plus dans la classe politique ivoirienne pour laisser la place à une nouvelle génération pour éviter les histoires, pour éviter les problèmes dans les élections. Mais on a vu que ça n'a pas été le cas. Soro Guillaume, qui lui-même a été, le sujet principal dans ce livre, à un moment donné, a été exclu du pays. En 2020, Alassane Ouattara et le RHDP ont présenté un candidat qui était Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé après. Et les gens ont utilisé l'argument de la mort de Gon Coulibaly pour que Alassane Ouattara se représente. Pour son, comment on appelle ça, en 2020, là, ça a été la troisième fois qu'il se présente. Et même quand il y a eu des personnes qui ont évoqué le point selon lequel Alassane Ouattara n'avait plus le droit d'être pour la troisième fois candidat en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles, on nous a fait savoir qu'il est le candidat de la troisième république. C'est la première candidature de la troisième république, selon la réforme de la constitution ivoirienne. Mais quand vous parlez de comment on appelle ça, de la troisième république, moi, très honnêtement, j'ai du mal à comprendre cette affaire de troisième république, parce qu'une république est une continuité. Une république, c'est pas comme un objet qu'on tient ou bien qui se multiplie, qu'on peut avoir une fois, deux fois, trois fois. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a remporté sa troisième CAN. Si on va à la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire, on découvrira que on a 3 Coupes d'Afrique qui sont exposées au siège de la Fédération ivoirienne de football. Mais aujourd'hui, quand vous utilisez des tests en votre faveur, comme quoi Alassane, pour sa candidature de 2020, c'est la première candidature de la Troisième République. Aujourd'hui, en 2025, il se présente pour une élection présidentielle. On dira que oui, c'est la deuxième candidature de la Troisième République. Mais moi, en tant que jeune Ivoirien, je pense que tous ces thèmes-là, tous ces arguments sont utilisés en faveur d'une démocratie qui ressemble à une autocratie. Parce que même quand il y a
cette polémique sur la candidature d'Alassane Ouattara pour la 4e fois. Il y a des gens qui n'ont jamais été candidats en Côte d'Ivoire, mais qui sont exclus de la liste électorale. Il y a des personnes qui veulent être candidats pour une première fois, mais on ne veut pas parce qu'on a dit que ceux-là ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Mais en Côte d'Ivoire, on sait tous que nous avons beaucoup de binationaux qui sont là. Est-ce que quelqu'un peut me dire que si, par exemple, un monsieur comme Tidiane Thiam, quand il est revenu de la France, s'il s'est allié au RHDP, est-ce que quelqu'un pourra dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Un monsieur comme Laurent Gbagbo, qui a fait, après les élections de 2010, qui a été envoyé à la chose en prison de l'autre côté, il est venu. Vous lui avez donné tous les pouvoirs pour qu'il crée un parti politique. Un monsieur qui est né, qui fait la politique depuis sa jeunesse et qui revient, qui fournit des documents dans son pays, et vous lui donnez, vous validez ces documents et crée un parti politique. Après, vous dites qu'il n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Et ce qu'on observe, c'est que le RHDP se réclame le parti politique qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais quel est ce parti qui est majoritaire dans un pays qui doit organiser des élections et qui à tout moment, il va falloir utiliser des mécanismes pour éliminer certains candidats. En 2020, on a vu ce qui s'est passé. Les gens ont trouvé que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser une élection qui est transparente, qui est démocratique. Et les gens ont lancé le Conseil national de transition pour essayer de boycotter ces élections. Mais le RHDP a choisi un candidat ou bien un candidat est sorti de nulle part qui est KKB. Et à partir du moment où KKB s'est présenté, alors les élections ont eu lieu parce que pour avoir des élections, il faut avoir une confrontation entre deux ou trois candidats. À partir du moment où il y a un candidat qui est là, qui est prêt à se confronter au président sortant, les élections peuvent avoir lieu. Et c'est comme ça, les élections de 2020 ont eu lieu. Mais aujourd'hui, on tend vers quelque chose qui me semble un peu, qui m'inquiète, qui est le spectre de la crise post-électorale de 2010 qui va planer encore sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand on observe bien, c'est un forcing politique. Et même quand Macron a organisé sa rencontre avec la jeunesse africaine le 8 octobre 2021 à Montpellier, les jeunes ont posé le problème de la candidature d'Alassane Ouattara, qui était une candidature de trop. Mais Emmanuel Macron a aussi trouvé des arguments pour chercher à convaincre les gens comme quoi le RHDP a trouvé un candidat, mais bon, il est décédé, et donc c'est pour cela qu'ils ont pris Alassane Ouattara pour être encore le candidat du RHDP. Mais en observant bien, je me dis aussi que Alassane Ouattara, peut-être sans Alassane Ouattara, le RHDP ne va pas exister. Parce que nous savons tous comment le RHDP est né. Le RHDP est né de la fusion du PDCI et du RDR. Et autour de lui, il me semble que les gens l'ont pris en otage parce qu'ils se disent quoi? Si lui-même il n'est pas là, les hauts cadres qui sont autour de lui, les gens ne pourront pas apporter leur caution à celui qui va mettre pour être candidat pour les élections. C'est un parti politique. Et donc, il est certainement normal qu'il y ait un candidat. Mais qu'on pense que sans Alassane Ouattara, il ne peut pas y avoir un autre homme qui peut se présenter comme candidat au RHDP, me fait penser que le RHDP est un parti qui est divisé. Et je pense que le RHDP soit le parti le plus divisé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un parti qui se réclame majoritaire dans le pays puisse toujours trouver des mécanismes pour exclure des candidats à des élections. Et qui trouve Alassane Ouattara aujourd'hui
les gens critiquent, on critique, nous tous, il y a plusieurs Ivoiriens. Hier, dans son discours, il dit qu'il a reçu des appels anonymes, les Ivoiriens l'appellent, il est en bonne santé. Mais non, la jeunesse africaine a commencé à changer. Nous ne voulons plus des vieux présidents. Et le livre le livre de Samba Diakité, il a dit la génération Bédié, Alassane, comment on appelle ça, Gbagbo, devrait se retirer du champ politique ivoirien pour laisser la place à une nouvelle génération. Parce que quand on remarque, c'est à cause de ces trois hommes-là que la Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, n'est jamais en paix. On n'est pas en paix. La crise de la succession de Félix Houphouët-Boigny continue parce que les gens n'ont jamais voulu passer la main à une nouvelle génération. Et c'est cette critique-là que ce monsieur-là fait dans son livre où il met en lumière l'alternance politique en voulant que Soro Guillaume soit le candidat de la nouvelle génération. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Je sais qu'il y a peu d'Ivoiriens qui ont lu ce livre, mais moi je l'ai acheté. J'étais encore étudiant à l'université de Bouaké. J'ai acheté ce livre qui fait 142 pages. Je l'ai lu, j'ai compris combien de fois ce monsieur aujourd'hui il a raison en 2025 parce que Gbagbo est revenu, il veut être encore président malgré son âge. Alassane, malgré son âge. Et on observe aussi le fait que Alassane Ouattara, qui est le président ivoirien, part plus en France que visiter les villes ou bien visiter la Côte d'Ivoire elle-même. Et la fois dernière, j'ai suivi sur un plateau où le professeur Henri Ba, qui est aussi professeur à l'université de Bouaké, était un peu en confrontation avec Arthur Banga. Et Henri Ba a dit une chose qui a attiré mon attention et qui m'a fait comprendre que Alassane Ouattara peut être le candidat qui est le candidat de la France-Afrique. Parce que aujourd'hui, les Africains ont commencé à se révolter, à aller contre la France-Afrique, à vouloir neutraliser cette France-Afrique-là. Mais aujourd'hui, quand on observe bien, Alassane, qui est plus âgé que Emmanuel Macron, il va très souvent en France pour le voir. À quel sujet? Si Alassane Ouattara a plus d'expérience et il est plus âgé qu'Emmanuel Macron, normalement, c'est le contraire qui devrait se faire. Mais pourquoi notre président est toujours en France? Moi, je me demande et je me pose la question, combien de fois il a été en France? Combien de fois il a aussi été à l'intérieur du pays pour visiter les populations? Chacun peut savoir qu'il a été plus en France qu'à l'intérieur du pays. Si on aime un peuple, si toi qui aujourd'hui tu penses que le peuple t'a tellement sollicité et que tu dois avoir un 4e mandat, pourquoi tu ne passes pas de temps en temps visiter cette population? Peut-être que tu as des rapporteurs, des ministres qui font les tours dans les villes, comment on appelle ça, excusez-moi du terme, le tutoiement, il est quand même mon président. Peut-être que vous envoyez des rapporteurs dans le pays pour vous faire des rapports sur l'avancement de la situation dans le pays pour le développement, mais c'est insuffisant, monsieur le président, c'est insuffisant. Moi, je ne suis pas mandaté par un parti politique pour faire ce post, pour faire cette vidéo. Et moi, je ne suis pas aussi partisan d'un quelconque parti politique en Côte d'Ivoire. Mais ce qui se passe, c'est que le spectre de la crise post-électorale de 2010 plane sur la Côte d'Ivoire avec ce 4e mandat. Et là, ça me fait peur parce que ça peut mettre encore la Côte d'Ivoire en retard, encore sur peut-être 10 ans. Parce que depuis que Houphouët-Boigny est décédé, la Côte d'Ivoire est en crise. Et cette crise-là met la jeunesse ivoirienne en retard. Cette crise-là met le pays en retard. Aujourd'hui, quand on observe, même l'éducation dont on parle, il y a combien
de concitoyens, des citoyens de la sous-région ouest africaine qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire des études. Aujourd'hui, un diplôme ivoirien ne signifie rien à l'international, on sait. Et on croit on nous fait penser que peut-être qu'après Oufoué, les autres présidents qui sont passés n'ont rien fait. Et que c'est Alassane Ouattara qui aujourd'hui a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Quand on construit un pont, on met le pont quelquefois en chose, on bloque la circulation parce que les gens doivent aller visiter. Au XXIe siècle, on construit un pont pour une population, il faut que ça soit un objet de publicité planétaire. Non, construire un pont, c'est rien. Construire des routes, et puis ce n'est pas des routes même qui sont futuristes. Aujourd'hui, quand vous construisez les voies, il faut penser quelquefois, sur 20 ans, la population, la démographie augmente. Et donc, quand on fait des routes là, il faut faire des routes, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Des routes futuristes. Mais on a mis des morceaux de goudron quelque part, on s'assoit sur les plateaux, on dit que oui, Alassane a fait ceci, il a fait cela. On tient des discours, tant qu'on ne dit pas son nom, ça veut dire que le discours n'est pas tenu. Non. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a changé, les gars, les chers messieurs. On a changé. Moi, où j'ai fait cette vidéo, je suis dans ma chambre, je viens de me laver ce matin. Et je tiens ce discours qui est un peu long plutôt, parce qu'on veut du changement. Au RIDP, c'est un parti politique qui normalement doit présenter un candidat, mais pourquoi ça doit toujours être Alassane Ouattara? Si vous êtes majoritaire, vous êtes vraiment unis, vous pouvez choisir un homme qui ne fera même plus polémique. On dit, bon, Alassane, lui, il a passé la main à une nouvelle génération dans son parti et puis c'est fini. On va aux élections. Mais on a l'impression que malgré vous êtes majoritaire, vous avez peur des opposants potentiels et vous faites toujours des stratagèmes pour les éliminer aux élections. Non, on n'est pas dans ces cas-là de figure-là, nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Et aujourd'hui, les acteurs économiques comment on appelle ça, les opérateurs économiques, beaucoup ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à sécuriser leurs économies, à sécuriser leurs fonds. Et nous qui sommes ici dans le peuple, nous sommes, on observe bien, déjà ça commence à chose. Il y a certaines personnes qui commencent à s'apprêter à quelques mois des élections, les gens ont peur. Quand les élections vont arriver et qu'il y aura peut-être une crise, les gens auront toujours peur. Ça va bloquer le pays. Peut-être pendant un an, tout sera bloqué parce que le climat politique n'est pas apaisant. Et ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas joli pour, comment on appelle ça, en Afrique. Aujourd'hui, les jeunes veulent du changement. C'était ma petite vidéo. Je ne pense pas que la vidéo sera aussi longue, mais il faut écouter quand même les jeunes. Je sais que vous avez des conseillers qui sont autour de vous, mais écoutez un peu ce que la jeunesse africaine aujourd'hui cherche. Paul Biya, candidat encore au Cameroun pendant combien d'années? Il y a Patrice Talon qui a dit qu'il se retire. Mais est-ce que si vous faites ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? On observe bien tout ce qui se passe dans ce pays. Ça ne va pas. Dans nos hôpitaux, à l'école n'existe plus. Quand les gens disent que la vie est chère, on dit non, c'est faux. Après, les gens viennent dire on a augmenté le SMIC qui est passé de temps à temps. Mais le SMIC ivoirien aujourd'hui, quand on observe, ça peut changer quoi dans l'avenir d'un Ivoirien? Ça peut changer quoi? C'était ma petite analyse sur la situation sur l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara et sur les perspectives à venir, sur ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire avec cette annonce de la
candidature pour un 4e mandat qui fait planer le spectre de la crise post-électorale de 2010 sur la Côte d'Ivoire. Ma prochaine vidéo même va concerner aussi la crise post-électorale de 2010 avec l'implication de la France, en utilisant le franc CFA comme un moyen de pression contre Laurent Gbagbo. Et peut-être cela même me fait penser que c'est justement pour ça, pour faire perdurer cette France-Afrique-là, que Alassane Ouattara est validé peut-être par la France pour un 4e mandat, parce que les gens savent que la France-Afrique est en train de se noyer. Et peut-être la Côte d'Ivoire reste encore un maillon clé de cette France-Afrique-là. Et ceux qui peuvent encore tenir ou bien peuvent toujours avoir soutenu cette France-Afrique-là, tant bien même que on pense qu'il ne doit plus être là, peuvent encore être soutenus par la France, parce que la France-Afrique, si elle meurt, la France aura beaucoup de problèmes. C'était ma petite contribution, c'était ma petite analyse sur la candidature pour le 4e mandat d'Alassane Ouattara.